Les meurtres monstrueux de John Battaglia. John Battaglia était un meurtrier condamné qui a été exécuté le 1er février 2018 dans l'État du Texas. Mais John n'a pas tué un étranger au hasard, non. Il a tué ses 2 propres filles. Pourquoi, vous vous demandez? Par vengeance. Il a assassiné les filles pour se venger de la mère. Celle-ci l'avait quitté après des années passées à supporter la violence de John. La partie la plus effroyable de toutes, c'est que John a appelé son ex-femme et lui a fait écouter pendant qu'il était en train de tuer ses filles. Voici l'histoire. John David Battaglia Jr. est né en Alabama le 2 août 1955. Son père était John Sr. et Julia Christie. Il était l'aîné de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Son père était dans l'armée et servait dans le corps médical de l'armée en tant que spécialiste de la logistique. En raison de son travail, la famille déménage souvent pendant l'enfance dans différents États des États-Unis et même en Allemagne. La vie est difficile avec ses déplacements constants et Julia en souffre particulièrement. Elle se battait contre une grave dépression et il est facile d'oublier qu'à cette époque, les maladies mentales n'étaient pas traitées comme elles le sont aujourd'hui. Julia adorait son fils et John le savait. Lui aussi aimait tendrement sa mère, mais il avait du mal à obtenir l'approbation de son père, John Sr. Celui-ci était sujet aux accès de colère et dirigeait sa maison tel un théâtre d'opération. Julia n'échappe pas à ces règles et subit souvent les foudres de son mari. Le père de John a quitté l'armée en 1970 et a pris un poste d'administrateur d'hôpital dans l'Oregon. John se sent enfin installé après des années de déménagement. Entrant au lycée, il intègre l'équipe de football et commence à se faire des amis. Quelque chose qu'il avait toujours trouvé difficile puisque la famille déménageait sans cesse. Quand John arrive en 2e année, son père décide de déménager à nouveau. Cette fois, c'est à Dumont, dans le New Jersey, qu'il déménage car on lui offre un emploi à New York. C'est au lycée de Dumont qu'il obtiendra son diplôme. Julia sera internée pendant 18 jours après le déménagement de la famille à Dumont. Pour faire face à ses dépressions, Julia boit. Elle est devenue alcoolique et de toute évidence, cela n'a pas du tout aidé sa dépression. Le 5 décembre 1972, John Sr. décide d'envoyer sa femme en hôpital psychiatrique dans le New Jersey. Cela la terrifie et elle en devient totalement hystérique, à tel point qu'un médecin avait dû venir lui administrer un sédatif. Tout ça sous les yeux de son fils, John. Le 6 décembre 1972, Julia se rend dans un endroit le long de la rivière Hudson. C'est là qu'elle s'est suicidée avec un Glock 9 mm. Son corps a été retrouvé plus tard, ce jour-là. Tout cela est évidemment incroyablement traumatisant pour John Jr. Il avait été le dernier à parler à Julia ce matin-là, et il était rongé par la culpabilité parce qu'il n'avait pas l'impression d'avoir fait assez pour aider sa mère. John se plonge dans son travail scolaire et obtient son diplôme de fin d'études secondaires 1 an plus tôt. Le père de John, John Sr., se marie avec sa seconde épouse, Cathy, 1 an seulement après la mort de Julia. John s'inscrit à l'université de Fairleigh Dickinson. Il s'était d'abord spécialisé dans la médecine avant de s'orienter vers la comptabilité. À cette époque, John commence à montrer des signes de la même rage explosive que son père et finit par abandonner l'université en 1976. Il a fait cela après avoir été convaincu de rejoindre un groupe de rock et de partir en tournée avec lui. En 1977, la tournée se termine et John ne veut toujours pas retourner à l'université. Il s'enfonce de plus en plus dans l'obscurité et a des problèmes avec la loi pour avoir consommé des drogues illégales. Il est accusé de livraison d'une substance contrôlée, ce qui lui vaut une condamnation avec sursis. C'est ce qui a poussé John à s'engager dans les Marines. John
est devenu sergent dans les Marines avant de les quitter en 1982 et de retourner à l'université. Le jeune homme de l'époque a déménagé à Dallas, au Texas, pour se rapprocher de son père et de sa belle-mère. Il y prend des cours du soir pour devenir expert comptable. Pendant cette période, il a même fait un peu de mannequinat après que sa belle-mère l'ait convaincu de prendre quelques photos. John finit par obtenir son diplôme de comptable et le devient. Le premier mariage de John était avec Michelle Ward Getty. Le couple a eu un enfant ensemble, une petite fille qui s'appelait Christy. C'est à ce moment-là que les premiers signes d'abus de la part de John sont apparus. Michelle était une avocate. Première de sa classe à la faculté de droit, elle a eu un fils avant son mariage avec John et a reçu une offre d'emploi à Dallas, où le couple a été présenté. John était un homme charmant qui considérait son fils comme le sien. Michelle et John ont passé un peu de temps seuls au printemps 1984, après que son fils soit parti en Louisiane pour passer du temps avec son père. Le couple s'est vu offrir un appartement à New York pour les vacances, car l'ami qui le possédait était absent. C'était leur premier voyage ensemble. Michelle croit fermement que pendant qu'elle était sortie pour faire une course, John avait pris une sorte de substance. Elle se souvient qu'il avait cet air loufoque sur le visage. Mais il a catégoriquement nié avoir pris quoi que ce soit. En février 1985, le couple se rend à la Nouvelle-Orléans pour célébrer le Mardi Gras et rencontrer la famille de Michelle. Ils ont décidé d'y aller en voiture. Et c'est à ce moment-là que Michelle a aperçu un côté sombre de John. Alors qu'il était sur la route, un groupe d'adolescents à l'air turbulent les avait dépassés puis avait ralenti. Cela a vraiment mis John en colère et Michelle se souviendra plus tard que son visage a visiblement changé devant elle. John s'est alors mis à fouiller dans un sac à dos pour trouver quelque chose, mais il faut savoir que c'était lui qui conduisait à ce moment-là. Par sécurité, Michelle lui a alors proposé de trouver ce qu'il cherchait si ardemment, jusqu'à ce qu'elle sache de quoi il s'agissait. John avait apporté une arme de poing avec lui pour le voyage. Michelle a refusé de l'aider à prendre l'arme et a déplacé le sac pour qu'il ne puisse pas l'atteindre. John a alors accéléré et a dépassé la voiture, tout en tenant un langage horrible que Michelle ne lui avait jamais entendu utiliser auparavant. Toute cette situation a déclenché une alarme dans l'esprit de Michelle et lorsqu'ils sont rentrés à Dallas, elle a décidé qu'elle n'était pas intéressée par la poursuite de leur relation. Mais une nouvelle inattendue est venue bouleverser ses plans. Michelle a découvert qu'elle était enceinte, malgré le fait qu'elle avait pris ses précautions. C'est pourquoi Michelle a épousé John, car avoir un enfant hors mariage était mal vu à l'époque, surtout dans le Sud. Ils n'étaient mariés que depuis 1 mois quand John a disparu pendant 2 jours. Il a alors appelé Michelle et lui a dit qu'il revenait pour tout lui expliquer. Il s'avère qu'il avait séjourné chez son ex-petite amie, Jeannette. Michelle a évité de faire toute une histoire de la nouvelle car John venait de passer ses examens de CPA. Mais ce n'est pas la fin de la saga Jeannette. Plus tard, il y a eu une confrontation entre les trois et certaines choses ont été révélées. John menait en quelque sorte une double vie. Il avait dit une chose à Michelle et une autre à Jeannette, allant même jusqu'à dire qu'il allait prendre le bébé qu'il avait avec Michelle et l'élever avec Jeannette. Mais lors de cette confrontation, il a dit à Jeannette qu'il ne voulait pas continuer les choses avec elle. Michelle et John ont trouvé une nouvelle maison où emménager et ont commencé à faire leur carton. Michelle a appelé John pendant qu'elle emballait certaines choses et lui a demandé de l'aide. Il n'était pas intéressé à lui en offrir. Elle était enceinte de 5 ou 6 mois à ce stade. Encore une fois, un gros drapeau rouge. Mais ce n'était pas le pire. Plus tard dans la soirée, Michelle est allée voir une nouvelle fois John pour lui demander son aide. Il a répondu en sautant brusquement de son siège et en attrapant Michelle par le cou, lui disant qu'il l'aiderait que quand il serait prêt. Cet incident a terrifié Michelle. Les choses ne s'améliorent pas. Et plus tard dans l'année,
un incident se reproduit, mais cette fois avec le fils de Michel. John le prend, le jette contre un mur et lui donne un coup de pied. Michel se sentait coincée. Maintenant, John montrait des signes de violence envers son fils alors qu'elle pensait, dur comme fer, qu'il l'adorait. Mais elle avait un enfant avec lui. Ce n'était plus la même personne qu'elle avait connue. Il est important de garder à l'esprit que John n'était pas tout le temps comme ça. Ses accès de colère étaient séparés par des moments de bonheur pour toute la famille, ce qui rendait Michel encore plus confuse. Christy Battaglia est née le 10 novembre 1985. Après la naissance de Christy, John a concentré sa violence sur Michel et n'a plus jamais frappé son fils. Michel a vite compris le schéma des explosions de John. Il explosait tous les 3 mois, comme une horloge. Une fois, il l'a agressé devant l'école de Christy et une autre fois, il lui a cassé le nez. Un dernier incident a eu lieu et Michel en a eu assez et a demandé le divorce. John a quitté son emploi, de sorte que Michel a dû lui verser une pension alimentaire pour son époux et pour les enfants. Elle a reçu des conseils pendant cette période pour s'assurer qu'elle ne retournerait pas avec lui. John a continué à maltraiter Michel malgré leur séparation. Il l'observait de l'extérieur de sa maison et se faufilait à l'intérieur lorsqu'elle entrait dans leur garage. Lors d'une audience ultérieure du tribunal pour le divorce, John a perdu son sang-froid et s'est jeté sur Michel. Une ordonnance restrictive a alors été rendue contre lui, ce qui signifie qu'il n'avait pas le droit de parler à Michel ou à son fils. Si John violait cette ordonnance, il risquait 1 an de prison et une amende de $2000. En 1987, John plaide coupable pour un délit mineur après l'une de ses agressions et se voit imposer une période de probation de 2 ans. Cela le met dans une colère noire. Bien qu'il soit divorcé, John continue de menacer Michel. Il l'a harcelée continuellement et s'est même introduit dans sa maison pendant qu'elle dormait. Dans ces moments-là, Michel craignait pour sa vie. Cette situation a duré beaucoup trop longtemps. Mais heureusement, elle s'en est sortie vivante et a pu tourner la page sur l'homme qui l'a tourmentée si violemment en déménageant dans un autre État, tandis que John passait à une autre personne. Puis vint son mariage avec Mary Jean Pearl. Mary vivait à Highland Park, au Texas. Ils se marient le 6 avril 1991 et ont 2 filles ensemble. Mary Faith est née en 1992 et Liberté May en 1995. Les 2 filles fréquentent l'école primaire Bradfield à Highland Park. Mary quitte John en janvier 1999 après qu'il ait abusé d'elle, comme il l'avait fait de Michel, pendant des années. Il n'a plus été autorisé à vivre avec elle après cela. En décembre de la même année, au moment de Noël, John rendait visite à Faith et Liberty lorsqu'il a attaqué Mary. Il a alors plaidé coupable d'une accusation de délit d'agression et s'est vu imposer une nouvelle période de probation de 2 ans. C'est une véritable claque sur la main pour John. Mary a demandé le divorce immédiatement après cet incident et le divorce a été prononcé en août 2000. Mary a essayé de faire révoquer la liberté conditionnelle de John à plusieurs reprises, car il la harcelait continuellement au téléphone. Il n'était pas autorisé à avoir des contacts avec elle et elle soutenait qu'il devait être mis en prison compte tenu de ses antécédents de violence domestique. Elle savait également qu'il avait consommé de la marijuana, ce qui constituait une violation des conditions de sa probation. Bien qu'il soit un mari cauchemardesque, tous les rapports indiquent que John est un père aimant. Il n'avait jamais frappé aucune de ses filles, et jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il a fait, Mary ne pensait pas qu'il leur ferait du mal. C'est pour cette raison que John était autorisé à rendre des visites occasionnelles à ses filles. Mais personne ne se doutait de ce qui allait se passer. Le 2 mai 2001, Mary a laissé Faith et Liberty avec John pour un dîner au centre commercial. Mais John ne les a pas emmenés au centre commercial. Il les a emmenés directement à son appartement dans les lofts de Adams Hats,
dans le quartier de Deep Ellum, à Dallas. John a ensuite téléphoné à Mary depuis son appartement et pendant qu'elle était au téléphone, il a tiré et tué leurs 2 filles, Liberty, 6 ans, et Faith, 9 ans. Au téléphone, John a obligé Faith à poser la question suivante à sa mère. « Pourquoi veux-tu que papa aille en prison ?» Juste avant d'être abattu, Faith a crié « Non, papa! Ne fais pas ça! Non, ne fais pas ça! » Marie a supplié ses filles de s'enfuir, mais il était trop tard. John n'a pas tiré sur les filles qu'une seule fois. Il a pris son arme et a tiré sur Faith 3 fois et sur Liberty 5 fois. Il a repris le combiné et a dit à Marie « Joyeux putain de Noël », faisant vraisemblablement référence à l'agression de Noël. Marie a raccroché et a appelé le 911. Après avoir assassiné ses 2 filles, John a laissé un message sur le répondeur de leur chambre. « Salut les filles, je veux juste vous dire à quel point vous avez été très très courageuses et j'espère que vous reposez dans un meilleur endroit maintenant. Je souhaite que vous n'ayez rien à faire avec votre mère. Elle est mauvaise, vicieuse et stupide. » Il l'avait laissée comme s'il n'avait jamais tué ses 2 filles. John s'est ensuite rendu dans une boutique de tatouage et s'est fait tatouer 2 roses pour représenter ses filles. Il a été arrêté peu après, mais ne s'est pas laissé abattre facilement et a fini par se battre avec les policiers. 16 armes à feu ont ensuite été confisquées à son domicile. Les funérailles des 2 petites filles a eu lieu à l'église luthérienne de la Rédemption. Et elles ont été enterrées au cimetière de Hillcrest, dans le nord de Dallas, avec le père de Pearl. Le procès pour meurtre de John Battaglia a débuté le 22 avril 2002. Il était représenté par Paul Johnson et Paul Broche. Le procureur principal était Howard Blackmon. Il n'a fallu que 19 minutes au juré pour décider que John était coupable de l'accusation la plus grave, à savoir le meurtre capital. Ses avocats ont fait valoir qu'il ne devait pas être condamné à la peine de mort parce qu'il souffrait de troubles bipolaires, mais le 30 avril 2002, ce même jury l'a condamné à mort. Après sa condamnation, Marie lui a dit « Brûle en enfer pour toujours ». Elle a également déclaré « Tu es l'un des meurtriers les plus monstrueux des temps modernes. J'aimerais dire que la prochaine fois que tu me verras, ce sera lorsqu'on te plantera l'aiguille dans le bras. Mais je ne vais pas perdre mon temps à y être. » Marie a fini par assister à l'exécution de John près de 16 ans plus tard. Les condamnations à mort font automatiquement l'objet d'un appel et les avocats de John ont tenté à de nombreuses reprises de faire passer sa peine de la mort à la perpétuité sans liberté conditionnelle. Il devait initialement être exécuté le 30 mars 2016, mais la 5e cour d'appel de circuit des États-Unis a accordé un sursis afin qu'une décision puisse être prise sur les affirmations des avocats de John selon lesquelles il n'était pas mentalement apte à être exécuté. Cela n'a pas été contesté par l'État du Texas et son exécution a été reportée à une date ultérieure. La date d'exécution de John a été fixée au 7 décembre 2016, le 15 août 2016. 5 jours seulement avant la date prévue pour son exécution, la Cour d'appel pénale du Texas a accordé un nouveau sursis à John, toujours en raison de questions concernant sa capacité mentale. Ses avocats ont eu 60 jours pour plaider devant la Cour d'appel pénale. Le nouveau procès pour meurtre de John Battaglia a débuté le 20 septembre 2017. La plainte pour incompétence mentale de John a été rejetée par la Cour d'appel pénale du Texas. Un expert en santé mentale avait même témoigné lors d'une audience en novembre 2016 que John Battaglia simulait probablement ses symptômes pour retarder son exécution. La Cour d'appel a eu le même sentiment. Le 31 octobre 2017, l'arrêt de mort de John a été signé et la date de son exécution a été fixée au 1er février 2018.
L'équipe de John a continué à faire appel, mais cela n'a pas fonctionné. Et le 1er février, à 21h40, John Battaglia a été exécuté par injection létale à l'unité de Huntsville. Lorsqu'une personne est exécutée, il y a 2 zones d'observation séparées. L'une est réservée aux amis, à la famille et au soutien du condamné, et l'autre est réservée aux victimes. Comme je l'ai mentionné précédemment, Mary Jean Pearl a finalement assisté à l'exécution de John et elle s'est tenue du côté des victimes. Personne n'était du côté des condamnés. John a aperçu Mary dans la salle des témoins et lui a dit « Eh bien, bonjour, Mary Jean ». Il s'est ensuite tourné vers le directeur et a dit « Je vous verrai tous plus tard. Au revoir. Allez-y, s'il vous plaît. » En s'éloignant, Mary n'a pu que dire « Je l'ai assez vu ». Le meurtre de Faith et Liberty a incité Toby Goodman à parrainer un projet de loi à l'Assemblée législative du Texas qui obligerait les juges à tenir compte des antécédents de violence domestique des parents lorsqu'ils décident d'autoriser des visites parentales sans surveillance. Le Sénat du Texas a adopté à l'unanimité ce projet de loi qui a été promulgué et est entré en vigueur le 1er septembre 2001. Soit 4 mois seulement après le meurtre des filles. Le juge qui a rejeté les accusations d'agression de John David Finn lors d'une audience précédente a démissionné de son poste 1 an après les meurtres. Mais il s'est présenté au poste de procureur du comté de Dallas. Mary fait campagne contre David, car elle estime que c'est sa décision qui a permis à John d'échapper à la prison et donc à ses filles de lui être enlevées si cruellement. David Finn n'a pas remporté l'élection. Les actions de John Battaglia dépassent l'entendement, et le fait qu'il ait essayé d'éviter l'exécution pendant si longtemps après ce qu'il a fait montre un réel manque de remords. John éprouvait clairement une haine profonde et intense envers Mary, comme en témoignent les derniers mots qu'il lui a adressés. Il lui avait enlevé ses 2 belles petites filles, l'obligeant à écouter les coups de feu qui allaient les tuer. Mais il était toujours incapable de s'excuser ou d'admettre qu'il avait tort. Rien de bon ne peut jamais sortir d'un cas comme celui-ci, lorsque 2 jeunes vies sont enlevées, mais nous espérons que la loi adoptée en leur honneur a aidé d'autres enfants à éviter leur sort.